Cette deuxième table ronde est plus axée sur le déploiement de la communication. Donc nous sommes davantage sur la question de ceux qui, entre guillemets, ont l'expérience de communication déjà passée et active, notamment en lien avec l'actualité. Donc aujourd'hui, Samuel Grybowski, j'espère que je n'écorche pas le nom. Il faut juste enlever le R et c'est bon. Gibowski. Ah, Gibowski, voilà, qui est président fondateur de Coexister, et Jean-Marc Sémoulin, qui est président d'ASA. Voilà, donc nous allons, par une série de questions, essayer particulièrement d'aller sur la suite de la première table ronde sans trop répéter les mêmes choses, mais dans un premier temps, bien évidemment, je vais demander à chacun de bien vouloir expliquer quelle est leur association, leur structure, leur réseau, de manière à ce qu'on puisse bien comprendre de quoi on parle en termes de communication vers l'extérieur, et notamment sur la partie réaction à l'actualité. Alors, pour présenter Coexister en 2 mots, d'abord, je réalise qu'effectivement, on a une grave erreur de communication grâce à M. Potvin, puisque ça n'a pas été tout à fait compris par rapport au sens du message, mais on en a l'habitude depuis 6 ans. Alors, le terme de coexister, il a été équilibré par un rapport coût, intérêt, investissement, changement de nom, équilibrage, logo, etc. Le terme en lui-même est évidemment absolument insuffisant, quoique, quand on fait un peu de sémantique, puisque vous en avez fait, donc je vais en faire une seconde, coexister, c'est exister ensemble. Et il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien sans existence. Donc la coexistence peut précéder tout ce qui va en suivre. Donc de ce point de vue-là, au niveau sémantique, il y a quand même une base plus profonde en termes de terreau et d'enracinement que le reste. En revanche, dès le départ, comme on a réalisé que coexistence était insuffisant, et qu'on nous a dit, mais coexistence, ça nous renvoie à la coexistence pacifique de la guerre froide entre 56 et 62, on a écrit un manifeste au bout d'une semaine, puisque coexister est écrit un 14 janvier. Le 21, on a écrit un texte qui s'appelait Manifeste de la coexistence active. Et ce manifeste de la coexistence active, en termes de valeurs, en termes d'image de marque, nous protège depuis 6 ans de tout justement les problèmes de mésentente ou d'incompréhension par rapport au message. Alors qu'est-ce que coexister en 2 mots? Aujourd'hui, c'est un mouvement de jeunesse qui a mis du temps à trouver un peu sa spécialisation parce qu'on est parti un peu dans tous les sens au départ. Notre mission unique aujourd'hui, c'est d'animer un réseau de groupes locaux qui vivent l'interreligieux au service du vivre ensemble sur le terrain. On a 28 groupes locaux en France aujourd'hui qui ont tous pour point commun 3 choses. D'abord, ce sont des groupes de jeunes entre 15 et 35 ans qui sont animés par des jeunes pour des jeunes. Ces jeunes sont issus de toutes les convictions relatives aux religieux. Donc les convictions explicitement religieuses, juifs, chrétiens, musulmans, mais aussi les convictions relatives aux religieuses par la négation du religieux, athée ou agnostique. Première chose. Deuxième chose, tous ces groupes partagent des valeurs, des principes fondamentaux auxquels ils adhèrent quand ils créent un groupe local, qui repose donc sur une charte de principes, qui a 7 principes que je ne vais pas forcément développer maintenant, mais qui tournent évidemment autour de la diversité, de la liberté de conscience et de religion, et puis justement de la méthode qu'on utilise dans le vivre ensemble en respectant à la fois l'identité et l'altérité. Et puis, enfin, troisième chose, ces groupes ont une méthode qui est commune, donc tous les groupes appliquent la même méthode à l'échelle locale, qui est un parcours, qu'on appelle le parcours coexister, en 3 temps. D'abord un temps de dialogue avec différentes activités possibles, table ronde, conférences, visites de lieux de culte, débats, qui provoquent un dialogue entre des jeunes qui s'affichent et s'assument différents dans leurs convictions religieuses. Un deuxième temps de solidarité et de coopération, dans lequel toujours ces mêmes jeunes vont identifier un besoin social proche de chez eux et vont s'investir ensemble justement sur cette action, aide auprès des sans-abri, visite de personnes âgées, les orphelins, des malades, tout ce qui peut provoquer une solidarité commune, puisque justement il y a une diversité de convictions mais une unité dans l'action. Et puis la troisième étape de ce parcours coexister, c'est la sensibilisation, qui est un peu ce qui nous a fait connaître aussi, puisque ces mêmes jeunes, une fois formés, sont capables d'intervenir dans des établissements proches de chez eux, collèges et lycées, pour organiser des ateliers sur les préjugés, le vivre ensemble ou la laïcité. Donc voilà, coexister, mouvement de jeunes, avec des principes, une méthode d'action et un fonctionnement qui repose sur les jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Merci. Alors, ASA, c'est un collectif d'associations humanitaires chrétiennes qui a 20 ans l'année prochaine, qui est issu plutôt du monde protestant et qui est en train de s'ouvrir maintenant plus largement en fait à des structures catholiques. Et voilà, l'idée c'est la foi chrétienne en partage.
Le mouvement est né alors en se rendant compte en fait que quand une structure chrétienne, si elle avait un peu des difficultés en fait et que la presse en parlait, ça portait préjudice à l'ensemble des autres. Et donc du coup, on a trouvé intéressant de se retrouver ensemble et d'améliorer la qualité de notre travail et de travailler ensemble pour améliorer la qualité du travail. Et puis d'arriver à communiquer plus largement. Alors à travers des outils qui sont laïques, on va dire, entre guillemets, donc c'est le portail humanitaire, le salon des solidarités, et qui vont pouvoir mettre en valeur le travail de structures chrétiennes dans des événements nationaux. Un peu le travail que l'on fait. Donc on a un peu cette particularité d'avoir développé des outils grand public et puis des outils internes plus à destination de l'Église. Alors, question que je vais vous poser l'un après l'autre, mais comment valorisez-vous les racines religieuses au sein de vos communications? Sous quelle forme? Et est-ce que ça prend parfois une forme de prise de parole publique en réaction à l'actualité? Alors, c'est vrai que quand j'ai vu la question, est-ce qu'on a des racines religieuses, spontanément, je m'étais dit que non, puisque le mouvement n'a jamais été confessionnel et affilié à une communauté. En revanche, il y a effectivement des racines religieuses à deux niveaux. D'abord, parce que ce sera un peu ce que je dirais plus tard sur la question du plaidoyer, il y a un religieux qui n'est pas confessionnel. Ça, c'est très difficile à envisager, c'est ce que défendent les militants de la laïcité inclusive ouverte. Il y a un religieux qui n'est pas confessionnel, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à l'autorité d'une communauté. Le fait religieux, les études de religion, la science des religions, l'expression publique du fait religieux, les cloches, les clochers, le voile, la kippa. Il y a un religieux qui n'est pas confessionnel, qui est social, sociétal, politique, de plein de niveaux. Donc d'abord, il peut y avoir des racines religieuses, en termes d'identité et de conviction, qui sont indépendantes d'une appartenance communautaire. Premièrement. Deuxièmement, Coexister a vécu un virage en fait en 2012, puisque pendant 3 années, le cœur de notre message et de nos actions reposait sur la coexistence et la mise en mouvement de jeunes juifs, chrétiens et musulmans. Et puis en fait, comme on ne sélectionnait pas évidemment les adhérents en fonction de leur conviction religieuse ou de leur croyance, on ne demandait pas aux gens s'il y avait des athées ou pas, et on a réalisé en 2012 qu'ils étaient presque 10% des membres et les plus actifs à être athées, et athées parfois depuis plusieurs générations. Donc je ne parle pas de chrétiens ou de juifs qui ne croient pas en Dieu, je parle vraiment d'athées qui ne sont pas baptisés ou qui n'ont pas fait les rites initiatiques juifs ou musulmans, et qui sont vraiment de familles où on n'a non seulement jamais pratiqué une religion, mais on n'en a jamais parlé. Qu'est-ce que ces jeunes faisaient bien chez nous? Ça a été une question qu'on s'est posée. Et donc on a compris qu'en fait, on avait quelque chose à faire ensemble, croyants et non-croyants, et que notre point commun, c'est qu'on avait un positionnement relatif à la question religieuse. Puisque l'athée, s'il se définit athée, c'est une identité religieuse dans le sens où c'est relatif au fait de ne pas croire en Dieu. Il pourrait tout à fait se définir autrement, avec une identité politique, culturelle, sociale. Il utilise le distinguo athée. Donc effectivement, on a eu ces racines. Je pense que le lieu où ça se voit le plus chez nous, avant qu'on explique que nos groupes sont tous composés de juifs, de chrétiens, de musulmans, d'athées et d'agnostiques, c'est notre logo. C'est-à-dire qu'à partir de là, quand même, dès le départ, on voit 3 signes religieux qui créent du urticaire à certains, qui expriment un manque à d'autres, puisque là, on a vécu un virage il y a 3 mois. Notre logo précédent était vert, il faisait peur à beaucoup de gens parce qu'il était vert, et puis les signes religieux étaient orange. Et donc les signes religieux avaient une visibilité particulière, mais les lettres étaient déliées. Donc on a fait 2 choix sur ce logo, pour préserver les racines religieuses tout en allant dans la modernité. D'abord on a enlevé le changement de couleur sur les lettres pour montrer que les athées, les agnostiques, les rien du tout, etc. pouvaient être dans les autres lettres, puisqu'il y en a quand même 6, donc ils sont bien représentés. D'abord, et en plus on a lié les lettres. Donc les lettres se touchent, donc il y a une connexion, contrairement au logo précédent où les lettres étaient déliées. Donc ça a été un choix par rapport à ces racines de départ. Et puis tous les 3 ans on a des assises qui examinent un peu notre ADN interne. Et à chaque assemblée générale, comme à chaque assise, on vote une orientation qui a été revotée il y a 3 semaines, qui est qu'on renonce à devenir, et on ne voudra jamais devenir un mouvement interculturel, puisque c'est justement ce qu'on apporte dans ce paysage, c'est que notre originalité c'est de traiter de ce sujet-là. Et qu'il y a beaucoup de mouvements interculturels qui existent, à l'UNESCO, à l'ONU, etc. On ne veut pas être un mouvement interculturel, on veut rester interreligieux ou interconvictionnel, en tout cas relatif à la question des identités et des convictions religieuses. Alors, j'aimerais apporter un exemple en fait pour voir comment ça se situe, ce fait de quand on se démarque comme chrétien.
On était sur un comité de pilotage où étaient présents l'État, le département, voilà. Et dans une parole qu'ils voulaient bienveillante, ils nous ont dit malgré les préjugés que nous avons en ouvrant votre dossier, nous sommes toujours obligés de reconnaître la grande qualité de votre travail, bien que vous soyez une ONG chrétienne. Voilà, et avec un grand sourire, parce que là, c'était vraiment un encouragement. Voilà, mais ça montre quand même dans quel, voilà, comment on est. Alors, rien que de s'afficher comme chrétien, eh bien, il y a cette difficulté-là. Et du coup, ce qu'on encourage vraiment, enfin, c'est de pouvoir le dire au début, et puis ensuite vraiment d'être dans la qualité des actions, pour qu'on puisse être jugé sur cette qualité d'action. Et après, le fait d'être chrétien, on l'a dit au début, et on n'a pas forcément besoin d'y revenir tout de suite. Quelle réflexion est menée par votre organisation pour la prise de parole publique? Qui prend la parole? Sous quel angle? Est-ce que c'est simple? Alors, c'est pas simple au sein d'un collectif, puisque, vous l'imaginez, si on prend une parole publique, il faut que l'ensemble des membres soient d'accord. Et ensuite, parmi nos structures, on va avoir deux types d'associations. Il y a celles qui interviennent dans les pays du monde sous leur propre nom. Alors je ne cite personne et vous allez essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'elles soient en France ou qu'elles soient dans des pays sur le terrain, elles vont avoir le même nom. Et ce qui fait que parfois, elles vont même demander à ne pas apparaître comme membres d'ASA ou à aucun moment dans notre communication, puisque ça mettrait en danger leur personnel sur le terrain. Et puis, il y a celles qui vont intervenir sous des noms différents et qui, du coup, en France, vont pouvoir communiquer de manière très facilement dans les églises et pouvoir vraiment montrer leurs racines chrétiennes, puisque, en fait, quand elles sont sur le terrain, en Afghanistan, en Syrie, elles ont un autre nom et elles ne mettent pas en danger leurs équipes. Donc voilà, il y a déjà cette difficulté-là sur laquelle on essaye vraiment de faire attention. Ensuite, on essaye enfin, les communiqués vont être, lors de catastrophes, par exemple, de pouvoir reprendre les communiqués des uns et des autres structures et d'en faire qu'un seul, qu'on va amener donc, dans les médias chrétiens, par exemple, ou dans les églises, et de montrer la diversité des actions qui sont engagées par les uns et les autres. Et ça, souvent, ça touche beaucoup de voir que sur une catastrophe, plutôt qu'il y ait un seul communiqué d'une structure, d'avoir un communiqué global, de voir qu'il y en a qui vont avoir les maîtres chiens pour aller directement sous les décombres chercher des gens, d'autres sont capables de gérer un camp de réfugiés juste à côté, d'autres apporter des soins médicaux, d'autres faire du parrainage. Et du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir comme ça un communiqué qui reprend la palette d'actions et de diversité d'actions. Alors du côté de coexister, quand on a décidé il y a 3 ans que l'autre objectif c'était la croissance du mouvement, parce que ça peut ne pas être l'objectif, ne serait-ce que moi au début de la première année on était seulement 11 jeunes à avoir organisé un don du sang et j'ai perdu 81% de ces jeunes parce qu'ils ne voulaient pas créer une association déjà. Donc ça peut ne pas être la volonté d'une organisation que de croître. Quand on a décidé qu'on voulait croître pour essayer de proposer notre méthode et notre message à un maximum de jeunes en France, on a choisi une méthode qui est de tirer le mouvement des deux côtés, par l'intérieur et par l'extérieur. Donc je vais garder la comparaison de l'arbre, en prenant les racines et puis les branches qui peuvent grandir par la captation du soleil ou de la pluie. La méthode pour nous c'était sentiment d'appartenance et reconnaissance extérieure. Donc développer chez les adhérents un sentiment d'appartenance qui s'enracine dans le respect des valeurs et de notre histoire, d'un côté, par différents moyens, méthodes, jeux, etc. Donc vraiment créer ce sentiment d'appartenance qui fait qu'aujourd'hui on a 2000 adhérents et 600 bénévoles. On entend par bénévole un jeune qui vient au moins une fois par semaine participer ou animer une activité. Et puis créer la reconnaissance à l'extérieur en reconnaissant justement nos points forts, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire aussi, notre originalité, etc. Alors comment on a fait ça ? On a utilisé une méthode assez connue des écoles de commerce aujourd'hui, qui est utilisée partout, qui s'appelle la plateforme de marque, qui est une plateforme extrêmement simple, extrêmement courte, mais qui peut prendre plusieurs jours à être rédigée, même si elle est très courte, justement parce qu'elle est courte, justement. Qui demande beaucoup de concentration et d'examination en interne. La plateforme de marque, c'est 4 choses, qui prend beaucoup de temps à être définie. La première chose, c'est la vision. Quelle est la vision de la structure, qui va ensuite permettre de comprendre les objectifs, mais c'est un peu différent. La vision, c'est comment est-ce qu'on voit le monde dans 10 ans et qu'est-ce qu'on apporte au monde dans 10 ans. Par exemple, la vision des scouts et guides de France, c'est créer un monde meilleur, du scoutisme mondial, pardon. Ça, c'est la vision commune à tous les scoutismes, c'est créer un monde meilleur. Vous voyez que c'est assez large, et par définition, une vision peut être partagée par des centaines d'organisations. Donc, créer un monde meilleur. Nous, notre vision, c'est créer du vivre ensemble. Parfois, créer du lien social, mais c'est la même idée.
Derrière la vision, deuxième partie de la plateforme, il y a la mission. Qu'est-ce que nous, on se donne comme job, comme mission? Ça, c'est un vocabulaire dans le codage chrétien qui est quand même assez identifiable, la mission. Qu'est-ce qu'on se donne comme mission pour contribuer à cette vision? Et là, déjà, on se particularise par rapport à d'autres qui ont la même vision que nous. Je vais prendre un exemple sur la vision, donc créer du lien ou du vivre ensemble. On peut avoir des associations intergénérationnelles, elles créent du lien entre des personnes âgées et des jeunes. Alors nous, notre mission, c'est là où on se spécifie, c'est d'animer un réseau de groupes locaux avec des jeunes de différentes religions. Donc là, on a une mission. C'est notre mission principale, c'est d'animer ce réseau de groupes avec après une méthode, etc. La mission des Scouts et Guides de France, ou du Scoutisme mondial, c'est de proposer les valeurs scouts et la méthode scout à l'échelle locale, coordonnée par une fédération mondiale. Suivi de la mission, et ça va répondre directement à la question, définir des forces, c'est-à-dire des originalités. Parce que même quand on a fait vision-mission, il reste encore des points communs avec d'autres. On peut être 3-4 organisations, avoir et la même vision et la même mission. C'est-à-dire, par exemple, pour nous, créer du vivre ensemble en vision, animer un réseau de groupes locaux en mission, ça peut exister aussi en France, d'autres organisations que coexister. Donc il faut un troisième niveau qui est d'écrire nos originalités de façon à ce que cumuler les originalités et les forces fassent qu'on soit vraiment unique, mais vraiment unique, et dans le monde et en France, à être sur ce champ-là. Donc nous, nos 3 forces qu'on a identifiées, la première c'est qu'on est 100% moins de 35 ans, donc ça déjà, ça nous particularise beaucoup. La deuxième, c'est qu'on promeut et qu'on défend la laïcité, alors avec une méthode évidemment inclusive, d'origine, Aristide Briand, 1905, libéralisme, etc. Mais on promeut quand même la laïcité, donc ça fait une deuxième originalité par rapport à un champ interreligieux. Et notre troisième force, voilà que je vais la perdre à cause de la fatigue. Oui, la troisième force, c'est qu'on ne se contente pas de créer du lien par un dialogue entre des personnes de différentes convictions, mais on les met en mouvement sur des actions communes. Ça nous crée une autre originalité parce qu'il y a une grande tradition de l'interreligieux, surtout incarnée par la méthode d'Assise, par Jean-Paul II en 86, qui était de se parler en fait, qui est déjà un excellent départ, mais qui crée donc du coup une autre façon. Donc troisième niveau de la plateforme de marque, c'est quelle est ma force et qu'est-ce que j'ai. Et ensuite, c'est le dernier niveau de cette plateforme, c'est sur quel thème, au vu de tout ça, sur quel thème est-ce que je peux communiquer et m'exprimer dans la société. Donc là, il faut passer un peu au radar la société pour voir en quoi, avec ma vision, ma mission, mes forces, je peux être pertinent pour la société, donc surtout le champ médiatico-politique. Et là, nous, on a mis du temps à comprendre et on a vu qu'avec le temps, là où on était invité par les cabinets ministériels ou par des médias, à force, on a réalisé que c'est sur 3 thèmes, c'est toujours les mêmes. C'est la lutte contre les préjugés de toutes sortes, donc antisémitisme, islamophobie, racisme, etc. La laïcité, en particulier le grand combat qu'il y a sur la laïcité, qui a eu encore sur Babylou il y a un mois, quelle laïcité on veut, etc. Et le troisième thème, c'est pareil, à chaque fois il manque le troisième, la laïcité, les discriminations et l'enseignement laïque du fait religieux. Est-ce qu'on a parlé de connaissance justement des religions? Est-ce qu'on connaît les religions? La France est le seul pays d'Europe à ne pas avoir d'enseignement du fait religieux à l'école. Et nous, on est souvent mobilisés pour nous demander qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement laïque du fait religieux. On est pour, c'est-à-dire pour un cours de religion, pas simplement de la religion disséminée comme ça dans les cours d'histoire. Donc c'est donc nos 3 thèmes. Et au vu de ces 3 thèmes, avec notre plateforme de marque, si elle est apprise, transmise aux jeunes qui vont se charger de faire la communication du mouvement, le message est clair et en interne et en externe, donc il n'y a jamais de contradiction. Merci. Justement, alors, quelle est la réaction de vos interlocuteurs à la mise en avant de ces valeurs? Alors, interlocuteurs, je mets dans le même sac pouvoir public, mais aussi le grand public, les médias, les donateurs. Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse de mettre en avant ces racines religieuses? Alors, pardon, c'était dans ce sens-là, oui, je ne sais pas. Alors, paradoxalement, pour moi, ce qui a été une difficulté dans coexister au départ, c'était plutôt les racines citoyennes avant les racines religieuses. Aujourd'hui, c'est les racines religieuses, mais ça a changé. Au départ, enfin, moi, je vois dans l'histoire un historique de la haine de ceux qui nous détestent, mais au point, enfin... En 2010, moi j'avais reçu des menaces de mort et des cercueils dans ma boîte aux lettres. Enfin, aujourd'hui, c'est moins que des menaces de mort, mais j'ai quand même eu des choses pas faciles là, au moment de Charlie Hebdo. Donc il y a quand même une historique de la haine par rapport à ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait est tellement insolent à l'égard de l'actualité, de mettre ensemble des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, de quartiers, de centres, etc., qui ont donc l'actualité nous montre qu'on a tout pour s'entretuer, que forcément on est détesté par certaines personnes. Moi, historiquement, et je le dis en toute bienveillance parce que j'ai pas déserté les rangs, j'y vais encore tous les dimanches dans l'église de mon quartier, la première haine que j'ai subie, c'est au sein de ma communauté.
Je l'ai subi dans ma paroisse d'abord. J'ai eu une croix gammée taguée sur la voiture de mon père au bout de 4 mois de l'association que j'avais créée. Je l'ai subi par justement les petites lettres, les menaces, des sommes théologiques de Thomas d'Aquin fluotées avec des menaces de mort, etc. Donc, je pense que ça vient de personnes qui sont quand même assez en marge de l'Église catholique, même s'ils se revendiquent chrétiens, dont on les a un peu identifiés ces derniers mois dans l'actualité aussi. Simplement, au début, moi, la haine, elle vient de ceux qui pensent que c'est absolument hallucinant que des chrétiens puissent travailler avec des musulmans, ou encore plus avec des athées, orage au désespoir, quoi. Et puis après la haine elle a un petit peu bougé avec d'autres intégristes d'autres religions. Il y a eu un intégrisme juif qui nous a beaucoup menacés quand on a organisé un voyage en Palestine, et puis ensuite un intégrisme musulman vers 2012-2013 sur le fait qu'on prenait position contre l'islamophobie parce que leur grand leitmotiv c'était de dire l'islamophobie c'est l'affaire des musulmans, chaque blanc et chaque non-musulman qui traite de l'islamophobie c'est du néocolonialisme. Alors c'est extrêmement minoritaire comme réaction, mais on l'a eu de façon assez vivace, et voilà. Tout ça, ça a disparu. Aujourd'hui, c'est effectivement le changement qui se fait, puisqu'on a été assez clair sur notre message, et puis on a tenu la ligne à ce moment-là. Aujourd'hui, la haine, elle est du côté, clairement, de ce que j'appellerais les laïcistes plutôt que les laïcards, parce qu'il y a un vrai système de laïcisme, un système philosophique, de pensée, d'oppression des identités religieuses et des convictions. C'était l'idéologie de Émile Combes face à Aristide Briand en 1905, on l'a déjà dit, donc, sauf qu'Émile Combes a perdu le débat législatif. Donc il faut continuer à le faire perdre 110 ans plus tard, même s'il est encore vivant. Et effectivement, là, il y a une haine très forte qui peut susciter des résistances. Et le problème du laïcisme, contrairement aux autres intégrismes, je trouve, c'est qu'il y en a partout. Alors plus ou moins élevé, mais il y en a dans tous les cabinets, il y en a dans tous les médias, et il y en a à tous les niveaux de l'entreprise. Donc ça rend le sujet beaucoup plus difficile, parce qu'un intégriste religieux est beaucoup plus identifiable quand même à ce niveau-là, donc ils sont beaucoup moins disséminés. Donc du fait qu'il y ait du laïcisme partout, en particulier, je le dis sans en avoir peur, ceux qui en sont pour moi les maîtres numéro 1, c'est le Grand Orient de France, qui en sont extrêmement actifs contre coexister sans s'en cacher, sur Internet, par courrier, même physiquement parfois. C'est bien eux, je n'accuse pas la franc-maçonnerie en général, mais bien le Grand Orient. Eux, effectivement, sont prêts à tout pour empêcher qu'une association qui traite du fait religieux puisse être reconnue par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, force est de constater que c'est le contraire qui se passe, puisqu'on a gagné un prix qui s'appelle la France Engage, qui a été décerné par l'Élysée, qui fait qu'on a sur 3 ans la charge de 500 000 € de fonds publics pour développer l'association et donc pour développer notre message en collaboration avec les pouvoirs publics. Donc ça, évidemment, ça a suscité des haines terribles de leur côté. Comment est-ce que c'est possible? C'est une trahison de l'idéal républicain, de la laïcité, etc. Donc là, effectivement, il faut tenir sa ligne, et je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que de tenir sa ligne. Je n'ai pas trouvé de méthode autre que celle-là, qui est de rester fidèle à soi-même, que de se resserrer les uns vis-à-vis des autres, que de s'encourager. Je peux le dire dans cet auditoire, moi en tant que chrétien, quelque chose d'extrêmement important, c'est la prière, tous les jours. Pareil, les heures, mais pas les 7 non plus, c'est déjà 1 fois par jour, c'est bien. Le matin en me levant, à condition que j'y arrive. Je sais pas si on a le même problème, non, on n'a pas le même problème, si. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui qu'on constate. Je sais pas si le vent va encore tourner, mais je pense que notre difficulté, notre originalité qu'il faut qu'on tienne, c'est qu'on traite du sujet religieux avec une approche laïque. Donc ça peut être difficile pour les religions, qui vont se dire certaines communautés, mais ils vont nous échapper, ou alors en fait ça va devenir un mouvement athée, j'en sais rien. Et en même temps, de l'autre côté, on traite de la laïcité tout en revendiquant les identités religieuses. Donc potentiellement, on va faire peur à des personnes à la fois sur le champ communautaire et sur le champ gouvernemental. Et donc il faut en permanence faire pas de la communication, mais de la pédagogie pour expliquer qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Merci. Est-ce que je reformule ma question? Oui, je repars dessus. Par rapport à la communication, je voudrais juste donner un exemple très court aussi. Il y a 20 ans, je revenais de mon premier convoi humanitaire et à l'époque, il n'y avait pas encore des ordinateurs dans les maisons et j'ai profité de le faire à mon travail et j'ai fait un compte-rendu de mon voyage pour l'église. On évoquait tout à l'heure le vocabulaire qu'on avait. Donc voilà, là j'étais complètement dedans. C'était pour bien toucher les membres de mon église, donc tout dans bien le bon vocabulaire et dans une école très, très laïque, voilà. Et c'était le soir après mes heures de travail et un enseignant, collègue, est rentré. À ce moment-là, m'a demandé ce que je faisais à des heures pareilles. Du coup, je dis non, je travaille pour moi. Ah bon, tu fais quoi? Je tape le compte-rendu de mon voyage en Bosnie. Ah bon, je peux lire? Non. Mais bon, je peux pas lui refuser. Donc il a lu comme ça par-dessus mon épaule. Et là, je relisais en même temps que lui. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va comprendre? Et puis derrière, il m'a dit, mais tu es dans une secte ou tu...
quand tu parles avec nous, tu parles pas comme ça. Et c'était vraiment un choc pour moi parce que j'ai tout de suite ce verset qui m'est venu que voilà, les hommes, quand ils verront vos bonnes œuvres, ils loueront Dieu. Et je me suis dit, si quand je raconte ce que j'ai fait dans la foi, en fait, si les gens me trouvent bizarre, bah c'est que je passe à côté de quelque chose. Donc du coup, comment je peux raconter ce que l'on fait et qui va pouvoir être entendable et lisible par nos collègues, par les non-croyants et aussi par les autorités. Et du coup, on travaille beaucoup sur ce côté-là, de se dire comment, parce que souvent, comme structure chrétienne, on a envie de mettre ça en premier en avant, alors que les actions sont très belles et ont une vraie valeur ajoutée en tant qu'action. Sur le Salon des Solidarités, par exemple, il y avait l'ONG Porte Ouverte qui travaille avec les chrétiens persécutés et qui voulait mettre un focus il y a quelques années sur les chrétiens qui sont enfermés dans des containers en Érythrée. Il y en a 2000 et du coup, ils avaient prévu un peu leur communication comme ça. Et on a fait tout un travail avec eux en disant mais si vous commencez d'afficher voilà, les chrétiens sont enfermés dans des containers, enfin du coup vous passez à côté de quelque chose alors que c'est une question des droits de l'homme au début, mais on n'a même pas besoin de savoir pourquoi ils sont enfermés dans des containers, quel que soit un prisonnier qui est dans un container en plein soleil, enfin c'est inhumain, alors quand on est 30 dans un container, donc ils avaient amené un container sur le salon, les gens étaient enfermés dans le container, on fermait les portes, ils avaient un petit film de 3 minutes qui montrait la situation de ces gens-là sans jamais dire le sujet, mais automatiquement à la fin, les gens se disaient mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour être dans des conditions comme ça? Ils disaient, ah mais non, ils n'ont rien fait, ils sont chrétiens en fait. Et ainsi sont rentrés beaucoup de politiques, de médias, voilà, de structures, et l'impact a été beaucoup plus fort en le découvrant à la fin, et alors que tout était basé sur une communication sur les droits de l'homme. Donc voilà, c'est assez intéressant des fois de se dire comment à travers les valeurs que l'on porte ou ce que l'on va toucher, va déjà impacter fort, puisque sinon, dans notre société, souvent, le fait de commencer par dire qu'on est chrétien va faire que on va se détourner, on va pas rentrer sur le stand, ou on va passer à côté du message que l'on voulait apporter. Alors pour conclure, puisque nous sommes à peu près dans les temps, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'action de communication phare qui vous a semblé une réussite et où j'espère les racines religieuses ou l'interreligieux ont pu être valorisées comme il se doit? Alors, pour continuer sur mon exemple du container, il y a 4 ans après, j'étais à Bruxelles où on rencontrait les diplomates de la Commission européenne pour préparer le salon suivant. Et donc on demandait il y avait plusieurs services, enfin ces diplomates, est-ce que certains étaient déjà passés au salon? Et une personne a dit, ah, moi j'y suis déjà passé. Et il y avait une chose qui était intéressante, et c'était le container de Porte Ouverte. Et ça l'avait vraiment marqué, et il a raconté le salon à travers ce container. Et du coup, c'est de se dire, des fois, on peut impacter comme ça, de manière forte, à très haut niveau, parce qu'on a touché vraiment au cœur, en fait, sur des questions essentielles. Il n'y a pas de question sur l'échec de communication, du coup. Non, parce que je voudrais que ça soit positif pour finir. Mais on peut évoquer les deux. Alors, je peux prendre un exemple je pense que c'est difficile après parce qu'on n'a pas fait de sondage en extérieur, mais je pense que l'exemple le plus récent et le plus probant de communication réussie qu'on ait eu, c'est notre attitude après les événements de janvier, Charlie Hebdo et l'hypercachère. La méthode qu'on a utilisée d'abord entre nous, c'est de rester ensemble au siège de Coexister avec les 12 permanents, incluant salariés et services civiques. Il y a de toutes les religions et athées qui travaillent ensemble, des pratiquants et des non-pratiquants. Donc il y a des filles voilées, des garçons qui pas, d'autres qui ne le sont pas, etc. Enfin, il y a une très grande diversité juste sur 12 personnes. Donc déjà, ça a été une force. De là, on s'est dit, va partir la base justement de ce qu'on veut dire et prononcer par rapport à ce qui se passe. Et on était dans une période où il fallait faire très vite. Donc il fallait à la fois prendre du temps et en même temps faire vite. Parce que plus le temps passait, moins on avait le temps d'être justement dans une communication qui était visible. Alors, sur la rédaction du communiqué qu'on a fait, on a tout arrêté évidemment dans le travail dès qu'on a compris que les personnes étaient vraiment mortes, parce qu'au début personne n'y a cru, comme c'était iTélé qui l'annonçait. Et quand on a compris que c'était pas une blague et que c'était vrai parce que c'était croisé par au moins 4 ou 5 sources, là j'ai vu les gens devenir vraiment livides les uns après les autres, et donc on a commencé à bosser tout de suite sur une réaction mais complètement inattendue.
La suite, là où je pense qu'on a eu une communication, c'est qu'on est restés donc tous ensemble dans toutes les étapes de cette communication, et que les groupes locaux de Coexister, les 12 plus gros sur les 28, se sont mobilisés pour participer aux marches citoyennes. Et donc on s'est dit, il faut qu'on ait un point de ralliement, enfin un message de ralliement pendant toutes ces marches, de façon à propager le message d'une façon ou d'une autre. Alors il y a eu plusieurs choses, peut-être que vous les avez vues à droite à gauche. La première, il y a eu un hashtag qui a eu un succès sur Twitter, qui a permis de contrer je suis Koulibaly ou je suis les autres, enfin tous les anti-Charlie, quoi. Notre hashtag, c'était Division Piège à con, qui est un peu vulgaire, j'en ai bien conscience, mais qui a beaucoup marché auprès des jeunes et qui a eu autant de tweets que je suis Koulibaly. Donc c'était une façon de réagir. En précisant de toute façon que les tweets je suis Koulibaly, 80% c'est des tweets de dénonciation. Hein, donc en fait, il y a eu beaucoup plus de tweets que je suis Koulibaly. La deuxième réaction, ça a été d'imprimer 50 000 autocollants avec le hashtag et le logo de l'association, de façon à ce qu'ils soient visibles sur toutes les marches. Donc on les a livrés à chacun des groupes, et comme il fallait faire vite, on a fait la méthode syndicale. Vous savez, vous mettez un sac dans le train, vous notez la place, quelqu'un va récupérer le sac de l'autre côté dans le train, sans avoir payé le paquet de la poste, du coup. Je n'ai pas dit ce que je viens de dire. Et donc, du coup, les groupes ont eu très vite des autocollants utilisables pour les manifestations. On a ensuite imprimé les logos aussi en grand, de façon à ce que beaucoup de jeunes les portent. Donc là, moi j'ai remarqué, en regardant TF1, France 2, BFM, les chaînes, il y a souvent des caméras qui se fixaient sur notre logo, parce que comme il était assez parlant, ça permettait d'avoir une illustration en plan de coupe qui disait le message. Donc là où pour moi on a réussi, c'est qu'il y a énormément de sujets, on les a pas comptés, où du coup le message passait dans la foule, on voyait des gens justement qui portaient ce logo sur la coexistence. Alors c'était pas tout à fait notre logo d'Assas, c'était la même chose, mais écrit en coexiste, parce que ça passait mieux, c'était plus viral, et donc du coup ça renvoyait pas à la structure, mais ça renvoyait à un message. Et puis la dernière chose qu'on a fait, c'est qu'il y a un artiste de rue qui s'appelle Combo, qui a collé justement le logo Coexiste dans la semaine qui a suivi, en partenariat avec nous, justement pour propager le message. Et là, ça a été encore plus visible. Et tout ça, ça a été fait ensemble, de façon concertée et collégiale après Charlie. Et au final, moi j'ai trouvé, alors qu'on a connu déjà plusieurs crises, et je pense que la plus grosse c'était Mera, j'ai trouvé que dans l'histoire récente en France, c'était la période de crise la plus apaisante au niveau médiatique sur la cohabitation religieuse. Alors ça a un peu dégénéré dans les mois qui ont suivi, mais dans la semaine et les semaines qui ont suivi, on a eu des femmes voilées en plateau, des imams barbus, des gens en djellaba, des gens en kippa, des cathos, des athées, des gouvernements, avec une parole qui était quand même assez de concert dans les semaines qui ont suivi. Alors, encore une fois, ça s'est détérioré après, j'en ai bien conscience, mais sur place, on a vu des prises de position, il y a eu une culture quand même à ce moment-là de l'unité qui n'a pas duré, mais qui a vraiment existé, cette unité. J'en suis convaincu. Et à commencer par Ahmed, je ne sais plus comment il s'appelait, qui a remporté la Légion d'honneur, enfin qui a eu la Légion d'honneur parce qu'il a sauvé justement des juifs dans l'hypercachère. Comment il s'appelle ? Lassana Bati, merci. Qui lui aussi était musulman, origine immigrée, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que nous et d'autres, dans cette vague-là, là où la communication est réussie, c'est qu'on a réussi à montrer en interne et en externe une France unie, 4,5 millions de personnes dans les rues, proclamant le même message de l'unité nationale. On y a apporté modestement notre pierre à l'édifice, et ça je pense qu'on en était très fiers et très soulagés dans les semaines qui ont suivi. Merci beaucoup. Je crois que c'est la fin de cette seconde table ronde, où on peut dire rapidement en conclusion que visiblement, plus les valeurs sont quand même fortes en interne, plus la communication se structure à l'externe et la communication porte. Merci.